Nous allons voir maintenant comment on calcule les probabilités. Alors pour ce calcul de probabilité, il y a deux théorèmes fondamentaux qui permettent de calculer absolument les probabilités de tous les exercices. Donc le premier théorème, c'est que si on prend la somme des probabilités des événements élémentaires, et bien cette somme elle est égale à 1. C'est-à-dire si vous ajoutez toutes les probabilités des événements élémentaires, vous obtenez bien sûr la probabilité maximale, c'est-à-dire 100%. Et le théorème 2, c'est que si vous voulez calculer la probabilité d'un événement, eh bien, on va faire quoi? On va faire la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. C'est-à-dire qu'on va prendre les issues qu'il y a dans cet événement et on va ajouter les probabilités. Ces deux théorèmes permettent de calculer toutes les probabilités, mais c'est vraiment la base de tout et des fois c'est pas très pratique, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Donc il faudra trouver des méthodes plus performantes, plus rapides, pour trouver des raccourcis pour aller plus vite. Autrement, ça risque d'être fastidieux. Alors, on va illustrer un petit peu ces deux théorèmes avec notre d cubique toujours. Donc si je note P1, P2 jusqu'à P6 les probabilités élémentaires, quand je dis probabilité élémentaire, c'est les probabilités des événements élémentaires. On avait 6 faces, donc il y a 6 événements élémentaires, donc 6 probabilités élémentaires que j'appelle P1, P2, P6. P1 c'est la probabilité d'obtenir 1, etc., etc. Le théorème 1, il va donc se traduire par quoi? C'est la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1, c'est-à-dire P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 égale 1. Voilà, ça c'est valable quand on a des probabilités élémentaires. Si on les ajoute, on obtient 1. Le théorème 2, il va s'appliquer par exemple, je vais calculer la probabilité de l'événement A qui était obtenir un nombre pair. Donc obtenir un nombre pair c'est 2, 4 ou 6. Et donc la probabilité de l'événement A, ça va être P2 plus P4 plus P6. La probabilité de l'événement A est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Ici, cet événement A est composé de 3 événements élémentaires, donc on ajoute les 3 probabilités élémentaires pour obtenir la probabilité de notre événement A. Donc, voilà. Alors un exercice type, puisque ça c'est l'illustration du théorème, et on va faire un exercice type pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Alors c'est un exercice qui est compliqué, mais qui traduit exactement cette situation-là. Donc je lance un dé pipé. Un dé pipé, c'est un dé qui est truqué. D'accord? Il est truqué de façon à ce que les faces de 1 à 5 aient la même probabilité, et que la face 6, par contre, elle a 6 fois plus de chances de sortir que les autres. Donc on vous demande de calculer, toujours pareil, la probabilité d'obtenir un nombre pair. Alors attention, hein, quand vous lancez un dé, vous avez l'habitude de dire un nombre pair, j'ai une chance sur 2, puisqu'il y a 6 faces, il y a 3 faces paires, 3 faces impaires, donc j'ai une chance sur 2. Oui, mais attention, ça c'est si le dé n'est pas truqué. Ici j'ai un dé truqué, donc la probabilité elle sera certainement pas d'une chance sur 2, elle sera certainement pas de 0,5. Alors, avec les notations qu'on a données tout à l'heure, on peut dire que la probabilité de A, c'est toujours P2 plus P4 plus P6. Ça, c'est le théorème 2 qui nous permet de faire ça. Mais pour pouvoir calculer cette probabilité, encore faut-il connaître les valeurs de P2, P4 et de P6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire l'énoncé et les renseignements que l'on nous donne dans l'énoncé. Donc, on dit que les 5 premières faces ont la même probabilité, ça veut donc dire que P1 égale P2 égale P3 égale P4 égale P5. Et que la sixième face, elle a 6 fois plus de chances de sortir, c'est-à-dire que P6 est égal à 6 fois P1, ou 6 fois P2, ou 6 fois P3, etc. etc. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser mes deux théorèmes pour arriver à calculer la probabilité de l'événement A. J'ai déjà utilisé le théorème 2 ici, donc il me reste à utiliser le théorème 1. Le théorème 1 qui me dit que si je fais la somme des 6 probabilités, puisque j'ai 6 probabilités élémentaires, j'obtiens 1. Et donc ici, j'ai P1. Je peux remplacer P2 par P1 puisque c'est la même probabilité. P3 par P1 aussi, P4 par P1, P5 par P1 et P6, on peut la remplacer par 6 fois P1. Et j'obtiens ici que des P1. Ça me fait donc 11 P1 qui est égal à 1 et donc P1 qui est égal à 1 onzième. Je retrouve donc ici la probabilité de la face 1, d'obtenir la face 1, mais aussi d'obtenir la face 2, 3, 4 ou 5. D'accord? Et la face 6, du coup, c'est 6 fois P1, c'est-à-dire ça nous fait 6 onzièmes. On a donc maintenant toutes les probabilités élémentaires grâce à ce théorème 1 et au renseignement du texte. Et donc je peux calculer maintenant la probabilité de mon événement A, qui fait donc 8 onzièmes. Et vous voyez que 8 onzièmes, on est très loin du 0,5, d'une chance sur 2. On a plus d'une chance sur 2 ici pour obtenir un nombre pair avec ce dé truqué.
Une situation particulière qui est très importante, c'est la situation de base des probabilités qu'on utilise dès qu'on peut l'utiliser parce qu'elle est très facile et on la rencontre extrêmement souvent. C'est la situation d'équiprobabilité. Alors l'équiprobabilité, bon, ça vient de équi, donc même probabilité, donc même probabilité. Et quand on parle de même probabilité, comme je vous ai dit que les événements les plus importants, c'était les événements élémentaires, on ne peut bien entendu parler que des probabilités élémentaires et pas des autres. C'est uniquement les probabilités élémentaires, d'où la définition. On est dans une situation d'équiprobabilité lorsque toutes les probabilités des événements élémentaires sont égales. D'accord? Donc ça, c'est très important et vous devez impérativement être capable de reconnaître une situation d'équiprobabilité grâce à ce qui est écrit dans le texte. Donc dans le texte, par exemple, on vous dira on choisit au hasard un élève dans une classe ou une personne dans une assistance, etc., etc. On lance un dé parfaitement équilibré. Ça, c'est le contraire de truqué ou de pipé. Un dé qui est parfaitement équilibré, c'est-à-dire qu'il est parfaitement symétrique, très homogène, et donc toutes les faces ont la même chance, la même probabilité de sortir. On vous dit que les boules ou les cartes ou les jetons que l'on peut tirer dans un sac sont indiscernables au toucher. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de triche, c'est-à-dire qu'on va choisir au hasard une carte ou une boule dans une urne et on n'a aucune possibilité de savoir de quoi il s'agit. Alors, à partir du moment où on est dans une situation d'équiprobabilité comme ça, eh bien, on a des propriétés qui sont évidentes, qui ne demandent même pas à être démontrées parce qu'elles se comprennent très facilement. Donc, quand on est dans une situation d'équiprobabilité, alors on a un certain nombre d'issues. On a un certain nombre d'issues je dis qu'on en a petit n. Le nombre d'issues, je rappelle que c'est le cardinal de oméga. Je rappelle que le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Donc, chaque probabilité élémentaire, si on a n issues et qu'elles sont toutes égales, si j'applique le théorème 1, eh bien, automatiquement, elles sont toutes égales à 1 sur n. Vous voyez bien que si j'ai 6 faces, chaque face va avoir une chance sur 6 de sortir, donc ça va faire un sixième. Si j'ai 20 faces, je vais avoir une chance sur 20 pour chaque face, et ainsi de suite. Donc, ça va être égal à 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur cardinal de oméga. La démonstration, donc, comme je mets, elle est triviale, c'est-à-dire elle est évidente. Avec le théorème 1, c'est une conséquence directe qui ne nécessite pas de démonstration plus que ça. La propriété 2, qui est évidente aussi, c'est que si on veut calculer la probabilité d'un événement A, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les probabilités élémentaires de tous les événements qui composent l'événement A. Donc, je vais dire que la probabilité de mon événement A, c'est le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire le nombre d'issues favorables, le nombre d'issues qu'il y a dans A, divisé par le nombre d'issues possibles. Autrement dit, avec un langage mathématique, le cardinal de A, c'est-à-dire le nombre d'issues qu'il y a dans A, divisé par le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre d'issues de l'expérience aléatoire. Voilà, ça c'est une probabilité. Alors vous voyez que ici, ça c'est une formule qui est un raccourci sur le théorème 1 et 2 que l'on a vu auparavant, qui sont des fois difficiles à mettre en œuvre. Là, dans la situation d'équiprobabilité, hop, on a une formule toute faite qu'on utilisera sans restriction et qui nous permettra d'avoir directement les calculs des probabilités. Alors, un exemple rapide, je tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d'avoir un cœur? Alors, il y a équiprobabilité. Pourquoi est-ce qu'il y a équiprobabilité? Parce qu'on tire une carte au hasard, donc c'est bien mentionné dans le texte. Et je peux dire que la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Quand vous rédigez un exercice, vous identifiez d'abord qu'il y a équiprobabilité. S'il y a équiprobabilité, attention de ne pas mettre une équiprobabilité s'il n'y en a pas. Et tout de suite, vous écrivez la formule sur la première probabilité que vous écrivez. Après, ce ne sera pas la peine de l'écrire. On suppose que vous l'avez fait une fois. C'est bon pour justifier tous les autres calculs. Ça nous fait 8, pas sur 31, mais sur 32, parce qu'il y a 32 cartes. Et ça nous fait donc, est égal à 1 quart. Il y a 8 cartes de cœur dans un jeu de 32 cartes. Alors ça, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas du tout les jeux de cartes. C'est assez surprenant, mais chaque année j'ai des élèves qui ne connaissent pas les jeux de cartes. Vous devez impérativement regarder un jeu de cartes parce que ça fait partie des exercices que l'on peut vous donner. On suppose, nous, en mathématiques, que vous avez au moins une fois vu un jeu de cartes et comment ils sont constitués. Donc les jeux de 32 cartes, les jeux de 52 cartes, c'est pas tellement compliqué non plus. Donc voilà.
Alors, si vous regardez maintenant cette formule-là que j'ai fait 8 sur 32, d'accord? Eh bien, on voit bien qu'on a le nombre de cœurs qu'il y a dans le jeu de cartes divisé par le nombre total de cartes qu'il y a dans le jeu. Eh bien, ça s'apparente exactement à ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, à savoir le chapitre sur les statistiques. Quand on calculait les fréquences, on disait c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, je me retrouve avec 8 pour l'effectif des cœurs, 32 pour l'effectif total sur le nombre de cartes, et j'obtiens donc quelque chose, j'obtiens le même résultat. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a une relation très très étroite entre le calcul d'une probabilité et le calcul d'une fréquence. C'est quasiment la même chose, mais la différence c'est que quand on parle fréquence, on est en statistique, quand on parle probabilité, eh bien on est dans les probabilités. Alors ça m'amène à développer un petit peu cette différence qu'il y a entre les probabilités et les statistiques, et c'est ça qui est très très important de bien comprendre pour bien faire la nuance entre les deux. C'est que la différence fondamentale, c'est que les statistiques, déjà, c'est une branche expérimentale des mathématiques. Donc c'est une branche expérimentale, c'est-à-dire qu'on va matériellement faire l'expérience aléatoire. On a une expérience aléatoire et on va la faire un grand nombre de fois. C'est-à-dire si je prends un dé, par exemple, je ne vais pas le lancer une fois, je vais le lancer 10 fois, 100 fois, 500 fois pour arriver à dégager quelque chose, une tendance, et que je puisse calculer les fréquences d'une certaine façon. En faisant effectif sur effectif total. Si je le lance qu'une fois, j'ai un effectif total qui vaut 1, donc ça ne me donnera pas une fréquence valide. Donc j'effectue l'expérience aléatoire un grand nombre de fois, et on obtient une série statistique à partir de laquelle on va pouvoir calculer tous les paramètres statistiques qu'on a vus dans le chapitre des statistiques. Et en commençant toujours par les fréquences, qui sont ce qui nous intéresse ici. Donc ça c'est pour les statistiques. Maintenant si je prends les probabilités, eh bien les probabilités c'est différent. On a toujours la même expérience aléatoire, mais c'est une branche théorique cette fois-ci des mathématiques, c'est pas une branche expérimentale. Donc si c'est théorique, ça veut dire qu'on ne fait pas du tout d'expérimentation, et donc on n'effectue jamais l'expérience aléatoire. En fait, on essaie de prévoir les résultats de l'expérience aléatoire en calculant des probabilités, tout ça à partir de modèles mathématiques que l'on a choisis. Par exemple, le modèle de l'équiprobabilité, c'est un modèle mathématique que l'on peut choisir en disant, voilà, on va lancer un dé et j'estime qu'il doit être parfaitement équilibré, donc il doit y avoir équiprobabilité. Alors, bien entendu, ça, c'est ce que prévoit la probabilité, c'est-à-dire que chaque face doit avoir une chance sur 6 de tomber. Et bien qu'est-ce qu'on va faire après? On va basculer dans les statistiques, on va prendre notre dé, on va le lancer 500 fois, et si on trouve une fréquence qui est proche de 1/6, alors on dira, ok, c'est bon, le modèle mathématique qui a été choisi pour les probabilités est validé par l'expérience. Sinon, s'il y a trop d'écart, alors on dira, on a choisi un mauvais modèle mathématique, et voilà, c'est là où les statistiques vont venir confirmer ou infirmer le modèle mathématique que l'on a choisi. Donc c'est ce que je vous explique ici en parlant des écarts obtenus. Et la conséquence, la deuxième conséquence de tout ça, c'est que quand on veut interpréter, si on vous demande d'interpréter le résultat, le calcul d'une probabilité, eh bien une probabilité, on peut toujours, et on doit autant que possible, l'interpréter en termes de fréquence statistique. Voilà, toujours, on va dire, la probabilité, c'est la fréquence statistique que l'on devrait obtenir si on effectuait l'expérience un grand nombre de fois. Voilà le lien très étroit entre les statistiques et les probabilités. Ne pas confondre, les statistiques, on effectue l'expérience un grand nombre de fois, les probabilités, on l'effectue jamais. Voilà. Maintenant, vous voyez que quand on est dans un cas d'équiprobabilité, eh bien, on a vu quoi? On a vu que c'était, en fait, on comptait le nombre d'issues favorables et on compte le nombre d'issues possibles. Donc, vous voyez que les problèmes de probabilité ici, ça va être des problèmes de comptage. Ça sera l'objet du prochain paragraphe et c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Alors, il nous reste à voir maintenant deux cas particuliers. C'est la probabilité d'une réunion, puisqu'on avait parlé de la réunion et de l'intersection d'événements, et aussi de l'événement contraire. Alors, on commence par la probabilité d'une réunion. Je vous ai rappelé ici le dessin où on a ici A union B, et où ici j'ai mis milieu A inter B. Donc la démonstration, il n'y a pas de démonstration, c'est quelque chose de très visuel en fait. On regarde la probabilité de A union B, c'est-à-dire la probabilité de la partie rose. Je dis que c'est la probabilité de A, donc je prends tout mon ensemble A qui est ici,
plus la probabilité de B, je prends tout l'ensemble B qui est ici. Ouais, seulement qu'en faisant ça, vous vous rendez compte que j'ai pris deux fois l'intersection. Je l'ai pris une fois en prenant l'ensemble A, et je l'ai pris une fois en prenant l'ensemble B. Donc il faut que je l'enlève une fois, je ne peux pas la compter deux fois. Donc la probabilité de la réunion est égale à P de A plus P de B, moins la probabilité de A inter B. Voilà, donc vous avez une formule ici qui est la formule de base qui lie la probabilité de deux événements avec leur réunion et leur intersection. Donc vous avez 4 renseignements dans cette formule, et donc bien entendu il suffit d'en connaître 3 pour trouver la quatrième. Donc ici je vous ai mis 2 exemples pour la probabilité de l'intersection, donc qui est P de A plus P de B moins la probabilité de A union B, ou alors la P de A qui est égale à P de A union B plus P de A inter B moins P de B en manipulant avec les équations. C'est la seule formule dont on dispose qui relie la réunion avec l'intersection. Pour le calcul direct de l'intersection, il n'a pas de formule, c'est plus compliqué et vous verrez ça en classe de première ou éventuellement dans les exercices dans certaines situations particulières. Mais il faut faire un petit peu attention, il y a une notion qui n'est pas au programme de seconde et donc je ne peux pas vous parler ici. Une mise en garde maintenant sur des choses que vous pouvez trouver dans les livres ou dans d'autres cours. C'est très vrai, mais moi je vous déconseille fortement de le faire. Si on applique cette formule-là avec des événements qui sont incompatibles, alors vous savez que A inter B c'est l'ensemble vide. Donc la probabilité de A inter B c'est la probabilité de l'ensemble vide, donc ça nous fait 0. Et si on l'applique là-dedans, ça nous fait une formule simplifiée, puisque ça va nous faire donc P de A union B égale P de A plus P de B moins 0. Donc P de A union B égale P de A plus P de B. Cette formule-là, elle n'est valable que si les événements sont incompatibles. Et malheureusement, comme c'est une formule qui est beaucoup plus simple que l'autre, on a tendance à retenir que celle-là et l'utiliser même quand les événements ne sont pas incompatibles. Et là, c'est une grosse erreur et ça vous fait quelque chose de faux. Donc moi, je vous marque ici, je vous déconseille très fortement d'utiliser cette formule-là. Passez toujours par la propriété d'origine, même si ça vous fait écrire une ligne de plus. Mais avec cette propriété d'origine, vous ne ferez jamais d'erreur, alors qu'avec celle-là, vous ferez une erreur dans 9 cas sur 10. Donc faites très attention, je vous déconseille très fortement de le faire. Vraiment, c'est une vraie mise en garde qui est constatée par rapport à tous les élèves que j'ai eus et les erreurs qu'ils ont pu faire sur cette chose-là. Une dernière chose, donc maintenant on sait ce que c'est que la probabilité d'une réunion, maintenant on passe à la probabilité de l'événement contraire. Et bien pour trouver la probabilité de l'événement contraire, on va utiliser la propriété que l'on vient de voir. Donc on sait que si je prends A union A bar, ça nous fait oméga, A inter A bar, ça nous fait l'ensemble vide. Donc si j'applique la formule d'avant, la formule qu'on vient de voir, je fais la probabilité de A union A bar égale P de A plus P de A bar moins la probabilité de l'intersection. Seulement que A union A bar c'est oméga, l'intersection c'est l'ensemble vide. Donc ici ça nous fait 1, là ça nous fait 0. Et il nous reste 1 est égal à P de A plus P de A bar. On aurait pu prendre cette formule-là à retenir, mais on l'écrit plutôt en calculant P de A bar. Donc je fais passer le P de A de l'autre côté, hein, ça nous fait donc P de A bar est égal à 1 moins P de A. C'est cette formule que l'on va utiliser. Attention, on l'utilise quasiment dans tous les exercices de probabilité que vous pourrez rencontrer au baccalauréat, en première et en terminale. Il y a cette formule à utiliser, à passer par l'événement contraire. C'est vraiment une technique de base des probabilités.